Bonsoir, le 8 octobre 2020, deuxième vidéo de la journée et c'est pas mon habitude de faire des vidéos à 21h42, d'autant que parfois je suis pas tout à fait réveillé quand je les fais matin trop tôt ou juste avant l'heure de ma sieste, où je mélange les mots comme tout à l'heure quand j'ai dit incapable au lieu d'implacable, ce qui était quand même pas ce que j'essayais de dire. Alors, qu'est-ce qui justifie que, voilà, que je vienne devant ma caméra? Quelque chose qui est important dans la dialectique qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on vient d'annoncer que 6 membres d'une milice du Michigan on vient d'être arrêtés pour un projet d'enlèvement de la gouverneure de l'État. Vous vous souvenez peut-être, j'ai dû faire allusion à ça, que le Michigan était un de ces États où il y a eu des manifestations anti-masques, anti-confinement assez violentes, avec voilà, des gens armés se présentant aux abords immédiats du Capitole, c'est-à-dire donc voilà de la préfecture, si vous voulez, du Michigan, pour protester donc ces mesures de distanciement et de confinement. Et se trouvaient parmi ces manifestants armés donc des partisans, des gens dont Trump encourage les agissements, donc suprémacistes blancs, néo-nazis et autres représentants des milices. Alors ces personnes viennent d'être arrêtées, ces 6 personnes. Elles sont accusées de projet d'enlèvement. Je viens d'écouter la longue déclaration de l'Attorney General de l'État, c'est-à-dire donc du ministre de la Justice au niveau de l'État, qui parle de projet d'enlever le gouverneur et de la juger de manière dans un tribunal improvisé, de la juger et probablement de l'exécuter, puisque cet attorney général dit qu'elle préfère être intervenue au moment où on parle d'enlèvement plutôt que d'homicide. Donc les choses sont assez claires. Elle insiste aussi sur le fait que le projet n'était pas un projet, simplement des discussions au fond d'une cave, que ces gens avaient déjà préparé minutieusement leur intervention, qu'ils avaient déjà détonné des bombes qu'ils voulaient utiliser pour attirer l'attention ailleurs que sur leur projet d'enlèvement. Quand cette personne, donc ce ministre de la Justice du Michigan, est interviewé par une journaliste et que la question est posée de y a-t-il un rapport entre ces personnes et les Proud Boys dont M. Trump considère qu'ils sont ses troupes, puisqu'il leur dit, quand on demande d'avoir une opinion, lui demande d'avoir une opinion sur eux, de dire ne bougez pas et soyez prêts. Et donc, interviewé, l'Attorney General parle de complicité pour ces gens, non seulement parmi les forces de police de l'État, mais aussi, dit-elle, de certains politiciens au niveau de l'État. Et, dit-elle, on ne peut pas mettre entre parenthèses les encouragements que le président de la République, M. Trump, donne à ces gens-là. Alors, on lui pose des questions supplémentaires sur comment ça s'est passé. Elle dit ben, c'est une action du FBI tout à fait coordonnée et dont elle laisse entendre que des troupes, je dirais, du FBI assez considérables étaient impliquées, puisqu'elle parle en particulier d'une réunion qui est infiltrée par une personne qui est en fait un informateur du FBI qui participe à cette réunion, une réunion secrète dans une cave, dans un bâtiment, où les gens à qui on enlève leur téléphone, mais l'informateur est lui câblé pour pour enregistrer de l'information. Et laisse-t-elle entendre, s'il devait lui arriver la moindre chose, une force présente serait intervenue pour sauver cette personne, espérons-le, avant qu'il lui arrive vraiment quelque chose de sérieux. Et donc, et des questions supplémentaires, elle fait allusion au fait que ce n'est pas seulement dans son État que des forces au niveau du FBI sont prêtes pour intervenir,
Donc, on a compris, contre les troupes de M. Trump et celles dont ils disent, à qui il dit de se préparer pour le jour de l'élection. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle ces propos de monsieur, je l'appelle toujours monsieur Rod Rosenstein parce que je sais que c'est lui, ce monsieur qui s'appelait Anonymous, qui était intervenu dans un article, une op-ed, une tribune libre dans le New York Times, qui avait écrit ensuite un livre Anonymous, et qui s'était caractérisé par le fait de dire que ne vous inquiétez pas trop quand même, parce que l'appareil d'État, celui que Trump appellerait le deep state, parce que l'appareil d'État est prêt à intervenir, il y a coordination, et il l'a dit déjà, il avait dit ça déjà il y a 2 ans, sinon davantage, ne vous inquiétez pas parce qu'on continue, nous, à travailler sérieusement, et nous, on avait compris que Cicero Rosenstein, c'était à certains niveaux donc, du ministère de la Justice, nous sommes prêts à intervenir si nécessaire. Et donc, voilà, pourquoi j'interviens, parce que c'est important, ça laisse entendre dans les paroles de ce ministre de la Justice à l'échelle d'un État, non seulement qu'ils ont décidé d'intervenir, mais aussi qu'il existe une coordination au niveau de l'ensemble des États par l'intermédiaire de cette structure fédérale qu'est le FBI. Alors vous vous souvenez, le FBI est passé un très très mauvais quart d'heure sous M. Trump. Monsieur Comey, James Comey, qui était son président, a été dégommé très rapidement par Trump, qui lui avait demandé sa loyauté. L'autre avait dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? C'était terminé pour lui. Il y avait eu ensuite son adjoint, Andrew McCabe, qui avait été directeur du FBI faisant fonction pendant la période intermédiaire et qui aussi a été, dont on s'est débarrassé assez rapidement aussi, Monsieur Trump. Puis il y avait monsieur Peter Strzok, qui vient d'écrire ce livre très intéressant, Compromise, que je suis en train de lire, le spécialiste du FBI sur les questions en particulier liées à la Russie. C'est-à-dire que donc, apparemment, ces gens qu'on a dégommés ont compris ce qui se passait et ont apparemment continué au niveau de leurs troupes, je dirais, de l'administration du FBI, sont sans doute arrivés à continuer à coordonner un certain nombre de choses, en particulier pour essayer d'empêcher un coup d'État de type fasciste de la part de monsieur Trump, avec des troupes comme des néo-nazis, des gens qui se définissent essentiellement comme des suprémacistes blancs, etc. C'est-à-dire que il semble que à un certain niveau, on prend les devants. On est quoi on est le 8 octobre, on prend les devants par rapport au 3 novembre, parce que M. Trump était sans doute convaincu que lui, il a appelé ses troupes le 3 novembre, et puis qu'il ne se serait rien passé d'ici là. Alors on lui fait comprendre d'abord que toutes ces troupes sont noyautées et que s'ils bougent maintenant, on peut déjà s'occuper d'eux, je dirais par anticipation. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, j'en ai parlé tout au long. Est-ce que cet appareil d'État, est-ce que Trump était véritablement arrivé à le décapiter comme le fait tout un dictateur en herbe quand il essaye de prendre le pouvoir, commencer par décapiter l'appareil d'État pour essayer de le désorganiser. Il y avait déjà eu des allusions de la part de Brennan aussi, ancien directeur de la CIA, qu'on savait quand même des choses et qu'on n'était pas complètement passif, etc. Mais c'est assez mystérieux. Et donc aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui montre que effectivement, devant un coup d'État fasciste de Trump, apparemment, il existe à un certain niveau des gens qui sont prêts et qui lui envoient déjà un message en particulier en arrêtant ces 6 personnes, ou ces 8 personnes, j'ai oublié, et en spécifiant, cette ministre de la Justice du Michigan spécifie que bien que ces gens avaient des projets déjà très avancés, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'une action était imminente. C'est-à-dire que voilà,
elle ajoute, on a pris les devants, on a pris les devants. À bon entendeur, salut, comme je le dis, on est le 8 octobre, on n'est pas encore le 3 novembre. Pendant cela, bon, un petit mot sur monsieur Trump. Manifestement, dans les tweets qu'il envoie en ce moment, même certains de ses partisans commencent à se poser des questions parce que, vous le savez sans doute, aux doses de stéroïdes, de corticoïdes qu'il reçoit en ce moment, elles sont souvent associées à des comment dire, à des épisodes de type psychotique. Et certains des messages, la plupart des tweets de M. Trump me font pas rire parce qu'ils sont vraiment très inquiétants. Mais certains qu'il a envoyés récemment, comme par exemple de retweeter quelque chose qui manifeste que tout le monde sait que c'est une gamine qui avait écrit ça, et de le faire suivre en disant que c'est absolument indispensable que tout le monde sache ça, alors que c'est manifestement un canular d'une adolescente. Et d'autre part, il commence à insulter ces deux lieutenants les plus sûrs au niveau du gouvernement. Je ne parle pas de M. Rudy Giuliani, M. William Barr, son ministre de la Justice, et M. Pompeo, son ministre ministre des Affaires étrangères, ancien directeur de la CIA. Il accuse M. Pompeo de ne pas avoir saisi des messages de Mme Hillary Clinton. Et là, c'est une vieille affaire, c'est vraiment une confusion dans sa mémoire, parce que ces mémoires ont déjà été diffusées il y a 4 ans. Donc, quand Trump l'accuse de ne pas l'avoir fait ou de refuser de le faire, c'est un problème de mémoire, parce qu'il oublie, et il a dû le savoir à un moment donné, que ça avait déjà été fait. Et d'autre part, il engueule ce soir, il engueule son ministre de la Justice de ne pas encore avoir arrêté, alors, bon, un petit temps de pause, de ne pas encore avoir arrêté Joe Biden et Barack Obama. Bon, alors, ce William Barr, c'est un toutou du président, mais je ne crois pas, enfin, je serais quand même épaté qu'en période électorale, et sans qu'il y ait le moindre chef d'inculpation connu ou utilisable, si ce n'est une vieille rengaine complotiste que monsieur Obama aurait mis sous écoute monsieur Trump, une histoire qui circulait effectivement parmi les milieux complotistes au début 2016, mais des enquêtes ont été faites et ont prouvé qu'il n'y avait jamais été question de ça, ça n'a pas été fait. Et là, ce soir pour nous, M. Trump tempête sur le fait que M. William Barr n'a pas encore arrêté M. Joe Biden, son concurrent aux élections, et M. Obama. Alors, j'ai souvent utilisé l'expression de péter les plombs pour M. Trump, et du coup, voilà, j'ai trop crié au loup et on ne m'écoute peut-être plus. Mais là, si l'expression péter les plombs peut être vraiment d'application, c'est peut-être dans la journée aujourd'hui, alors qu'on sait effectivement que les médicaments qu'il prend en ce moment sont susceptibles justement d'introduire de la confusion mentale, et on a l'impression que ces divagations, ces délires dont on a déjà eu des exemples considérables, là prennent un tournant tout à fait particulier, du fait que justement ils sont liés à manifestement des pertes de mémoire et des mécompréhensions de choses élémentaires. Voilà, allez, petite intervention ce soir justifiée par cet événement qui se passe en ce moment aux États-Unis et qui est significatif par rapport à la tentative de coup d'État de M. Trump, dont je vous souligne toujours que ce n'est pas une supposition de ma part, que c'est quelque chose qu'il a dit. Je répète ses propos à ce propos-là, il n'y aura pas de transfert de pouvoir puisqu'on se débarrassera des bulletins de vote. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une citation texto de choses que M. Trump a dites. Voilà.